Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous m'entendez bien. Il est 18 heures. Nous sommes en ligne pour le webinaire Comment réconcilier croissance et impact. Alors je me présente rapidement. Pour ma part, je suis Mathieu Cheminal. Je suis consultant pour Impact France et je vais avoir le plaisir ce soir d'animer ce débat, ce webinaire sur l'impact score. Alors, pourquoi on a choisi ce webinaire avant de vous présenter nos intervenants? On l'a choisi puisque vous le savez, pour atténuer les impacts socio-écologiques négatifs de l'économie. Souvent, il y a deux moyens. Il y a les lois et les règlements, mais voilà, nous, on pense que la loi, pour l'instant, n'est pas à la hauteur, n'est pas capable d'imposer une économie écologique, sociale et éthique à la hauteur des défis qui sont les nôtres, des défis environnementaux et sociétaux. Donc, on veut afficher une vraie démarche volontaire des entreprises. Donc, on parle d'impact, d'économie à impact. L'économie à impact, on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est un petit peu un mot fourre-tout. On n'est pas loin parfois du greenwashing, du social washing. Donc, on a pour ça évidemment des scores, des labels qui garantissent un signe de qualité. Mais on pense aussi, en tout cas Impact France, le mouvement Impact France et la métropole de Montpellier pensent qu'il est important d'outiller les entreprises, les acteurs économiques et les décideurs pour mettre cet impact social et environnemental au cœur de leur organisation et d'interpeller les pouvoirs publics et de faire évoluer la loi. Donc, évidemment, je remercie la métropole de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, avec qui nous co-organisons ce webinaire aujourd'hui, et tous nos partenaires qui ont été des relais, nos partenaires médias, nos partenaires réseaux qui sont affichés en dessous de mon visage, la région Occitanie, Palo Haïti, le CJD, Centre des jeunes dirigeants, le Galion, So Good, Spark News, Make Sense, Change Now et Madines. Vous pouvez évidemment réagir toute la soirée avec le hashtag qui est écrit au-dessus de ma tête, débat impact, sur les réseaux sociaux, et vous écrivez vos questions sur Zoom, non pas dans le Q&A, mais bien dans le chat que nous prendrons au fil des discussions. Il est maintenant temps pour moi de vous présenter nos intervenants. Nous avons donc Indemad, qui est vice-présidente déléguée au développement économique et numérique de la métropole de Montpellier. Bonjour Inde. Bonjour. Nous avons Caroline Néron, qui est déléguée générale du mouvement Impact France. Bonjour Caroline. Bonjour. Nous avons Renan Lafrogne. Renan, vous êtes directeur qualité RSE chez Biocop. Oui, bonsoir. Bonjour à vous. Nous avons également avec nous Sylvain Maillard, un entrepreneur de l'Hérault qui est dirigeant de Signa. Bonjour. Et Dorothée Broways. Dorothée, vous êtes présidente de Tech for Life. Bonjour et bienvenue à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on va commencer cette soirée avec un petit mot d'accueil de notre partenaire principal, la métropole donc de Montpellier, c'est Indemad. Inde, je vais donc, et alors je précise juste qu'au-delà d'être délégué au développement économique et numérique de la métropole de Montpellier, vous avez cofondé il y a quelques années une entreprise sociale qui s'appelle Faciligo. Vous connaissez d'ailleurs très bien Impact France puisque vous y étiez adhérente, donc l'entrepreneuriat social vous connaissez depuis un petit moment. Est-ce que vous pouvez nous dire, Inde, comment la métropole elle fait pour se saisir justement des enjeux de transformation sociale et écologique pour favoriser une économie à impact sur son territoire? Bien, bonjour à tous. Merci tout d'abord pour cette invitation, l'organisation de cet événement pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. En effet, à travers l'entreprise Faciligo, mon ambition est vraiment de favoriser des solutions à impact. Et aujourd'hui, au sein de la métropole, j'ai aussi à cœur de mener encore plus davantage aujourd'hui avec la crise sanitaire ces actions. On voit à travers la crise sanitaire de nombreuses limites de notre système économique
et la nécessité donc de favoriser et d'accélérer la transition de notre territoire vers une économie plus résiliente, durable et plus responsable, de soutenir aussi l'émergence d'entreprises sociales et d'encourager les activités locales qui allient croissance et impact. Donc notre volonté, elle est simple, elle est de construire une économie donc à impact positif, avec des entreprises qui sont pleinement partie prenante pour relever ce défi collectif. Et il s'agit donc pour notre collectivité de créer des conditions favorables qui vont venir les appuyer et les conforter dans leur transition, parce que nous sommes convaincus que les entreprises de demain seront celles qui auront su opérer ce changement. Donc notre rôle, il est multiple. En premier lieu, il s'agit de sensibiliser, de convaincre l'ensemble des acteurs économiques qu'ils sont tous concernés par ce défi de transition économique. Et c'est l'objectif de cette webconférence aujourd'hui aussi, par exemple, pour que notre territoire soit vraiment le moteur de synergie porteuse de solutions. Et il est bien évidemment de notre intérêt de casser les préjugés, de décloisonner les différents mondes économiques, notamment l'ESS, l'entrepreneuriat social, la RSE, les entreprises à mission, etc., qui peuvent aujourd'hui valoriser ou permettre des valeurs de justice économique et sociale en les partageant avec des entreprises, je dirais, plus classiques. Donc, on organise ou on va organiser plutôt un certain nombre d'événements, multiplier les espaces, les opportunités de rencontres, de mettre en visibilité des initiatives et des modèles plus innovants économiquement et socialement, et donc mettre en lumière ces modèles organisationnels plus inspirants pour pouvoir porter l'ensemble des acteurs économiques vers une croissance à impact. Et pour terminer, je dirais que la transition économique et sociale et écologique doit être structurante pour l'ensemble des acteurs économiques, et notre volonté est d'impulser et de fédérer cet écosystème d'acteurs de l'innovation sociale et toute forme d'innovation pour permettre d'expérimenter, de co-construire ensemble des réponses économiques, sociales, réalistes, utiles et impactantes. Très bien, merci beaucoup Inde. Est-ce que je peux vous demander également, en ce moment on traverse une période évidemment un peu particulière, on est ce soir tous ensemble en ligne, les entreprises évidemment traversent une période difficile au niveau économique. Quels enseignements vous en tirez de la crise sanitaire sur le territoire de Montpellier ? Alors, étant donné qu'on a un tissu de petites et moyennes entreprises, nous avons une capacité davantage à être résilients. Je pense qu'on est beaucoup moins impacté que d'autres territoires avec des structures plus importantes qui finalement ont été beaucoup plus impactées par cette crise. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs économiques que j'ai eu le plaisir de rencontrer ont marqué une réelle volonté de participer et d'être dans cette co-construction, ayant bien conscience de la nécessité d'agir. Par ailleurs, je souhaitais un territoire d'innovation technologique, mais aussi sociale, c'est-à-dire que depuis de nombreuses années sur ce territoire, nous avons des acteurs qui innovent socialement et qui agissaient déjà avant la crise, et aujourd'hui ont une volonté de s'impliquer encore plus vite, plus loin, et finalement l'aubaine, je dirais, dans cette crise, c'est cette volonté de co-construire et de travailler en transversalité entre différentes filières pour pouvoir répondre à ces problématiques en travaillant davantage à une échelle locale, voilà, et pour répondre à des problématiques donc locales, mais aussi aux problèmes du monde. Donc je dirais que on n'est pas les plus à plaindre en termes de territoire sur l'impact qu'a eu cette crise sur nos entreprises, et on a une capacité à surmonter de grands défis. On en a conscience, donc on y va. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Inde. On va voir un petit peu comment cela peut se décliner avec notre deuxième intervenante, qui est Caroline Néron. Alors, Caroline, je l'ai dit,
nous on se connaît bien, donc je vais avoir du mal à te vous voyez. Je vais donc utiliser le tutoiement. Tu es délégué général du mouvement Impact France, donc le mouvement Impact France qui rassemble les structures engagées dans la transition sociale et écologique de l'économie. Vous avez mis en place récemment un Impact Score avec le collectif Nous sommes demain. Écoute, je vais te laisser la parole pour présenter cette démarche, cet outil et qu'est-ce que l'Impact Score. Merci Mathieu, puis merci à tous les intervenants qui ont accepté de participer à cet échange sur une question qui est évidemment fondamentale et au cœur de l'activité de notre mouvement. Alors, pourquoi on a choisi de créer un outil, peut-être un nouvel ou un énième outil? C'était justement l'idée de rassembler un monde économique un peu nouveau, une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'entreprises, qui pourtant est foisonnant, mais est pas ou peu ou pas assez entendu. Parce que peut-être aussi trop foisonnant, avec un archipel d'acteurs. Et moi, nous, notre mouvement qui a la chance d'être à la confluence entre l'économie sociale et solidaire, engagée depuis des années, et puis ces nouvelles entreprises engagées, entreprises à mission, Bicorp, mais aussi des entreprises du CJD qui réfléchissent vraiment à leur manière de faire autrement entreprise. On était au carrefour et en interaction avec tous ces acteurs. Et on a souhaité leur proposer déjà de se réunir pour créer une base commune. Une base commune parce que l'enjeu, c'est pas de se gargariser qu'il y ait 10% ou de plus en plus d'entreprises qui se transforment. C'est aussi de voir la réalité qui est que une immense majorité d'entreprises françaises n'a pas commencé à opérer cette transformation, alors que on a en face une immense majorité d'entrepreneurs qui souhaitent et qui ont compris leur place, leur responsabilité face à l'urgence sociale et écologique. Et donc l'idée, c'était d'arrêter de parler les uns à côté des autres et d'essayer de construire cette base commune, cette vision commune de l'entreprise engagée dans la transition sociale et écologique. Et donc c'est pour ça que on a choisi en travaillant ensemble, de positionner ce qui nous paraissait les indicateurs les plus importants, les engagements les plus importants, les plus structurants, qui caractérisaient un chemin pour intégrer son impact social écologique au cœur de son modèle et pas seulement à la périphérie de son modèle, pour permettre à toute entreprise qui souhaite se transformer, toute entreprise qui souhaite engager une démarche de transformation profonde et pas seulement marginale, de voir quels étaient les enjeux, les actions structurantes qu'elle devait mettre en place. Alors l'idée, c'est pas de dire il y a les super qui vont tout faire très bien et puis il y a tous ceux qui sont à la traîne. Il y a plutôt l'idée justement de montrer que il y a un chemin dans lequel il y a des entreprises qui sont plus ou moins avancées, mais personne n'est parfait. Mais par contre, de faire comprendre qu'aujourd'hui, intégrer son impact au cœur de son modèle, c'est parler de 4 sujets: l'impact social, l'impact écologique, le partage de la valeur et le partage du pouvoir. Parce que c'est sur ces 4 volets que si on agit ensemble, on peut engager une transformation durable. Et du coup, c'est comme ça qu'on a construit ce référentiel global, homogène, pour toutes les entreprises à partir, en gros, de 50 salariés, pour permettre d'avoir un référentiel commun qui n'existe pas du tout aujourd'hui, parce qu'on peut avoir des très bons labels RSE, des très bons scores, et des formules qui sont sur mesure pour accompagner des entreprises qui sont dans ces dynamiques, mais aujourd'hui, pas de référentiel commun qui permettent non seulement aux entreprises, comme je vous le disais, de s'y retrouver, mais aussi aux salariés, aux consommateurs, de pouvoir comprendre ce que font les différentes entreprises et du coup de se positionner, leur acte d'achat, leur engagement en tant que salarié par exemple.
et puis qui permettent aussi aux décideurs politiques et économiques de faire des choix. Parce que la diversité des référentiels empêche aussi une certaine clarté. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a très peu ou vraiment pas assez de mesures incitatives pour se transformer. Déjà, très très peu d'aides spécifiques pour les entreprises qui sont les plus engagées, les entreprises à impact social et écologique, mais également peu d'accompagnement à l'accélération de ces transformations pour les entreprises existantes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a souhaité, avec ce référentiel, pouvoir offrir aux décideurs une base pour faire leur choix, l'intégrer à la commande publique, l'intégrer aussi possiblement au choix d'investissement que la puissance publique régionale, métropolitaine ou nationale peut faire. Et enfin, l'enjeu pour nous, c'était d'accélérer cette transformation en passant un stade, c'est-à-dire après la RSE qui a été un premier stade d'engagement d'entreprise, de plus en plus nombreuses, mais quand même aujourd'hui toujours pas majoritaire, d'avoir une possibilité de clarifier les choses pour encourager un nombre beaucoup plus important d'entreprises à faire ces choix. Donc, et dans un esprit, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont s'y mettre pour plein de raisons différentes, pour des enjeux de responsabilité citoyenne, mais aussi pour des enjeux de business à moyen terme, parce que les entreprises sentent que c'est un enjeu pour elles aussi de moyen terme de s'engager dans ces dynamiques. S'éloigner le plus possible du green et du social washing avec quelques indicateurs. Alors, je crois qu'on a perdu Mathieu. Mais c'est pas grave, je vais m'auto-questionner. Et donc, du coup, ce que je peux aussi juste vous dire, c'est que ce référentiel, il est du coup pour tout secteur, toute taille d'entreprise, tout territoire. Et du coup, il a des limites, évidemment, parce que on ne peut pas aller très loin. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi des indicateurs structurants qui peuvent être les mêmes, à peu près les mêmes pour tout le monde. Sur les enjeux de transparence, les échelles de rémunération, sur les enjeux d'intégration de différentes parties prenantes à la gouvernance, sur des enjeux de la part du mécénat ou de la part des fournisseurs labellisés. Donc ça, évidemment, ça va être différent suivant les entreprises, suivant leur secteur, suivant leur taille, mais on a la conviction que grâce à l'open source que pourront faire les entreprises pour transmettre les choses, ça pourra permettre aussi aux entreprises de se comparer entre elles. Évidemment, Biocoop ne se comparera pas avec une boulangerie locale ou une entreprise du bâtiment ne se comparera pas avec une association de volontaires en service civique. Mais l'enjeu, c'est d'avoir un référentiel homogène pour que tout le monde comprenne ce qui est important dans les enjeux de transformation et en même temps d'avoir un référentiel transparent pour que les entreprises puissent se comparer entre elles. Et pour finir, nous, notre enjeu derrière ça, c'est aussi de lancer une dynamique pour créer un index impact social et écologique qui soit obligatoire pour toutes les entreprises françaises, à l'image de ce qu'est aujourd'hui l'index égalité femmes-hommes. Un index qui est obligatoire pour toute entreprise de plus de 50 salariés, qui permet de clarifier 5 indicateurs et d'avoir une note en fait sur 100 qui est homogène. Et donc l'enjeu pour chaque entreprise, c'est d'arriver au minimum à 75 sur 100. Et si elle n'arrive pas à cette note minimale, elle peut être passible d'un malus fiscal. Et donc l'idée, c'est que à partir de ce score aussi encourager la création d'un index impact social et écologique qui pourrait être rendu obligatoire pour toutes les entreprises
permettant de clarifier voilà, leurs différents engagements et de les accompagner dans une dynamique de progression. Donc nous, plutôt qu'un malus fiscal, on préfère un bonus fiscal pour celles qui font bien. On trouverait ça plus intéressant comme dynamique. Mais l'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir, grâce à ce référentiel déjà validé par une trentaine de réseaux d'entreprises, de pouvoir intégrer vraiment une nouvelle ère dans la politique publique d'accélération, d'accompagnement, d'accélération de l'engagement social et écologique des entreprises. Merci Caroline. Alors, je suis bien resté avec vous. Apparemment, je vous ai perdu pendant une petite seconde, mais j'ai bien tout entendu. Donc, merci pour cette présentation. Tu nous as parlé d'un éventuel index de transformation sociale et écologique. On a une petite question du public pour toi. Pour l'instant, est-ce que ce n'est disponible que pour les entreprises de plus de 50 salariés? Alors effectivement, c'est une base qui correspond plutôt à cette typologie d'entreprise. Mais effectivement, dès maintenant et vu la demande qui monte, on est en train de créer un impact score pour les TPE et petites PME. Donc ça, on est en train de le mettre en place et l'idée, c'est de le présenter aux prochaines universités d'été. Et donc, c'est ce qu'on est en train aussi de construire avec les adhérents du mouvement Impact France. Et puis, deuxièmement, on travaille aussi à des premières déclinaisons sectorielles. Parce que, évidemment, c'est une base, mais ça sera intéressant de pouvoir en plus y adjoindre des déclinaisons sectorielles. Donc là, on travaille à un Tech for Good score, donc un score spécifique pour les acteurs de la tech. Et par ailleurs, voilà, il y a en germe un score possible sur la bio, un score possible sur le textile. Bon, voilà. Donc l'idée, c'est donc de lancer cette dynamique de référentiel homogène avec une base qui pourrait être commune, et puis après des déclinaisons sectorielles pour aller plus loin. Et puis effectivement de l'aménager pour les plus petites entreprises, même si effectivement voilà, c'est plus compliqué en fait parce que sur les taux de salariés issus de la diversité, le nombre de salariés en insertion, la place de la formation, le nombre de parties prenantes dans les instances de gouvernance. Effectivement, quand on est dans des entreprises de 2-3 salariés, il faut quand même revoir complètement les indicateurs, mais c'est ce qu'on a commencé à faire comme travail et qui sera finalisé d'ici la fin de l'année scolaire. D'accord, Caroline, super, merci pour ta réponse. Moi, je voulais te demander aussi, vu qu'on a eu le discours de Inde avant, comment les collectivités territoriales, les institutions publiques, elles peuvent se saisir de cet impact score? Alors, très simplement, en fait, vraiment, on a utilisé aussi cet impact score pour ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas 800 indicateurs hyper spécialisés, hyper sectorisés. C'est que cette base de 17 indicateurs, qui pourraient être 20, bien sûr, mais pas 800, c'est une base qui peut permettre aux décideurs politiques locaux de faire des choix. Par exemple, de demander à toutes les entreprises qui bénéficient de la commande publique ou des marchés publics, déjà, de mettre ces indicateurs en transparence pour permettre d'avoir une clarté et une visibilité sur leurs engagements structurants. Deuxièmement, potentiellement, de l'intégrer dans le choix de leur marché public. Donc, on pourrait avoir derrière tous ces indicateurs ou derrière certains d'entre eux, une préférence intégrée dans les marchés publics. Ça peut être, voilà, s'il y a une note minimum sur l'impact score, avoir du coup un malus dans la réponse pour le marché public. Donc, et après, comme je le disais, sur l'investissement. On sait que les collectivités territoriales, je pense à la région ou alors à l'État, mais je sais aussi les métropoles peuvent avoir des poches d'investissement dans les entreprises. Et la question qui se pose sur ces investissements publics, c'est qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on suit après qui fait le succès ou l'insuccès de ces investissements.
Ben, nous, ce qu'on propose, c'est que tous les investissements publics soient conditionnés au suivi de l'impact score avec autant d'importance que le suivi de la performance économique, pour aussi accompagner la puissance publique et notamment dans son rôle d'investisseur qui n'est pas neutre, à préparer les entreprises aussi à leur avenir et évidemment à l'avenir du territoire. On a également une petite question, enfin une question qui revient, donc on va prendre pourquoi un outil différent de celui de Bicorp? Y a-t-il des liens avec l'outil de France Active ou des liens avec l'outil de l'UDES? Alors, c'est vraiment un outil, justement, on n'a pas voulu faire un nouvel outil au-dessus des outils. En fait, c'est vraiment l'impact score a été créé avec tous ces réseaux, donc avec Bicorp, avec l'UDES, avec France Active. Enfin, il a été créé avec les réseaux en faisant un benchmark de ce qui existait déjà. L'enjeu, c'est que ça soit une base commune qui permette d'abord à l'ensemble des entreprises qui sont très loin de connaître tous ces labels, d'avoir un premier chemin d'engagement et une première compréhension de ce que c'est que d'intégrer son impact social et écologique au cœur de son modèle. Et effectivement, Bicorp, c'est une démarche de labellisation hyper intéressante, extrêmement poussée, qui aujourd'hui est adoptée par des entreprises plutôt mûres sur ce sujet. Et donc l'idée, et qu'on a vraiment eu aussi avec eux, c'est d'avoir un premier pas, une première base commune, qui est aussi, comme je vous le disais, une base pour des décideurs politiques et économiques, donc une base aussi de plaidoyer commun. Donc on porte ensemble avec Bicorp, avec le CJD, avec l'UDES, avec tous ces acteurs, ces propositions d'intégrer, de moduler les aides, les soutiens suivant les engagements des entreprises contenus dans l'impact score. Parce que ça serait plus compliqué de dire aujourd'hui, on demande à la puissance publique de moduler son soutien suivant Bicorp, qui aujourd'hui ne concerne qu'une partie restreinte des entreprises les plus engagées de France, quoi, et qui n'a pas cette logique englobante. Donc c'était vraiment cette base commune, encore une fois, qui nous rassemble, mais qui n'empêche pas que pour aller plus loin, il faut aller chercher des labels encore plus exigeants, encore plus intéressants, encore plus avancés sur les secteurs, sur les territoires, et Bicorp en fait évidemment partie. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Du coup, un beau travail d'équipe du collectif Nous sommes demain. Je te remercie. On va maintenant passer à la suite. On va prendre Sylvain Maillard qui est avec nous. Sylvain, donc vous, je l'ai dit au début, vous dirigez l'entreprise Signia que vous avez rachetée en 2015. Cette entreprise, elle est spécialisée dans l'impression d'étiquettes adhésives, de décoration et de communication, et également leader européenne de fabrication de doming. Bonjour. Donc Sylvain, bonjour. Tout à fait. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire, ma première question pour vous, c'était, vous vous êtes fait accompagner par le CJD, qui est notre partenaire réseau ce soir, qui nous a mis en relation dans cette aventure entrepreneuriale. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc effectivement, donc moi je suis imprimeur, je suis industriel, imprimeur d'étiquettes adhésives. J'ai deux sociétés, Signia et Covering Care, et je suis membre du CJD. Donc je voudrais vous dire 4 mots sur le CJD pour commencer. Le CJD, donc c'est un groupement de dirigeants, une association. Notre conviction, c'est l'économie au service de l'homme. Nos valeurs, c'est la loyauté, la dignité humaine, la responsabilité et la solidarité. Et les 5 piliers du CJD, c'est réfléchir, se former, expérimenter, s'engager et développer. Voilà, c'était pour vous expliquer ce qu'est le CJD. Les bases du CJD, on est 6000 dans le monde, dans 18 pays différents et 4500 en France à peu près, avec 118 sections. Et aujourd'hui, je représente la section de Montpellier.
qui est une des plus grosses sections de France. Le CJD, tout simplement, j'ai repris l'entreprise en 2014 et j'ai découvert le CJD un an après. Ça m'a permis en fait de traduire mes valeurs dans mon métier d'entrepreneur. Au CJD, on réalise des commissions de travail, par exemple, et j'ai réalisé une commission avec 8 autres entrepreneurs pendant 2 ans qui s'appelle START. Et j'ai découvert au CJD le livret du dirigeant responsable. Le livret du dirigeant responsable, c'est tout simplement 10 chapitres avec 10 questions où on fait son évaluation comme une boussole au départ, dans un premier temps. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert au CJD la performance globale. La performance globale, c'est quoi? C'est développer son entreprise autour de 4 axes: social, sociétal, environnemental, économique. Et en fin de compte, qu'est-ce que le CJD, la rencontre du CJD et de mon entreprise, c'est tout simplement traduire ce qu'on était par des mots, par des actes, et structurer autour de la performance globale. La performance globale, finalement, qui est la mère de la RSE. Très bien, merci Sylvain. Du coup, dès le début, vous l'avez dit, vous étiez un entrepreneur engagé, vous étiez convaincu qu'il fallait mettre l'impact social et environnemental au cœur de votre activité. Vous pouvez un petit peu nous en dire plus sur votre démarche et les enseignements que vous en avez tirés? Oui, bien sûr. Donc, finalement, j'ai appris ça au CJD. Le CJD, c'est génial. On innove, comme l'a dit tout à l'heure Caroline. On expérimente, on innove, on est novateur et on est précurseur dans la RSE finalement. Et bien tout simplement, j'ai appris comment structurer mon entreprise autour de ces 4 axes. Et j'ai découvert qu'en fait, une entreprise grandissait vraiment en travaillant sur tous ces axes, pas seulement l'axe économique. Évidemment, l'axe économique, il est important. Une entreprise qui ne gagne pas d'argent, c'est une entreprise qui ne vit pas. On doit gagner l'argent, mais pas n'importe comment et en ayant conscience de toutes ces parties prenantes. Et c'est In qui disait tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle la RSE, que moi j'appelle et qu'on appelle au CJD la performance globale, c'est évidemment structurant. Et on se rend compte qu'en travaillant sur ces axes, on structure notre entreprise, on structure notre vision. Pour cela, j'ai découvert au CJD, notamment le label Lucie. Donc l'entreprise aujourd'hui est labellisée Lucie, ISO 26000. L'ISO 26000, c'est l'ISO finalement de la performance globale, de la RSE, du progrès. On s'engage à progresser. Et donc on s'est fait labelliser. On a du coup développé un plan en collaboration, en intelligence collective avec tous les collaborateurs, avec des groupes de travail sur comment on allait progresser avec toutes nos parties prenantes sur tous ces axes sociaux, environnemental, économique et sociétal. Et tout simplement, aujourd'hui, c'est notre direction, c'est une ligne de conduite que l'on a pu écrire, qu'on faisait déjà avec le CJD, par nos valeurs. Aujourd'hui, on l'a écrite et ça nous permet aujourd'hui de le partager avec nos parties prenantes, de le partager avec nos fournisseurs, de le partager avec nos clients. Par exemple des chartes éthiques, chartes responsables, des engagements, voilà, imaginer des produits innovants et plus responsables. Voilà, et donc cela on le traduit par nos labels. Donc on est un prime vert, c'est du bon sens, Lucie ISO 26000, on est engagé avec le Global Compact des Nations Unies, on est aussi récemment on a fait notre note EcoVadis. Alors ça m'a un peu fait penser au sujet aujourd'hui où on fait partie des 22% imprimeries les plus responsables du monde. Donc c'est une direction, c'est structurant pour nous, en reprenant les mots de In. D'accord, très bien. Et du coup, je voulais vous demander, donc vous avez pas mal de labels, de certifications, vous avez dit que ça vous avait servi pas mal, notamment par rapport aux clients, ça vous confère un véritable avantage concurrentiel. Tout à l'heure, Caroline a parlé de la mise en place. J'ai envie de dire, excusez-moi, j'ai juste envie de dire, on a été visionnaire aujourd'hui grâce au CJD, qui nous a apporté cette... Et du coup, si on mettait un index social et écologique en place avec bonus fiscaux pour les TPE et les PME, comme l'a dit tout à l'heure Caroline, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, concrètement? Alors, moi j'ai testé l'impact score, j'ai beaucoup apprécié l'exercice.
Je trouve que c'est une très bonne démarche. J'ai bien écouté avec attention Caroline expliquer, et je trouve qu'elle a très bien expliqué donc que l'outil était adapté aux entreprises de plus de 50 personnes. Et j'avais envie de dire, j'avais marqué à quand l'impact PME, mais Caroline a répondu, c'est un travail qui va être fait, et c'est super parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes enjeux. Là, j'avais noté, par exemple, effectivement, sur le handicap, sur la gouvernance, on ne peut pas manager pareil. Donc, on n'a pas les mêmes informations, mais ça serait important de l'homogénéiser aussi au TPE-PME. Et le malus-bonus, j'irais plus dans le bonus aussi. Et ça, c'est le côté positif, en fait. Plutôt que de punir, engageons-nous, récompensons. Mais ça n'engage que moi, personnellement, en tant que dirigeant de Signia, de Covering Care. Ceci dit, c'est vrai que j'ai envie de dire aux autres intervenants, à Inde, et je l'ai déjà soufflé en rencontrant la métropole récemment ou la région, à quand, en fait, la prise en compte de l'engagement RSE dans les appels d'offres, réellement. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, les précurseurs avec nos clients, aujourd'hui, on répond à une attente que nos grands comptes comme L'Oréal, LVMH ont, mais aujourd'hui, cela n'est pas pris en compte, en tout cas pas assez, dans les appels d'offres. Donc, récompensons les entreprises par du bonus. Très bien. Et du coup, pour l'adapter au TPE-PME, pas index, outil, Impact Score, est-ce que vous avez une ou deux idées d'amélioration? Une ou deux idées d'amélioration. En fait, j'avais envie de vous dire, venez nous rencontrer. Venez dans les entreprises déjà engagées, labellisées, qui font dans les TPE, les PME, qui ont plein d'actions que peut-être aujourd'hui on ne peut pas retranscrire dans l'Impact Score facilement. Donc, ça serait adapter les actions réelles qui sont faites dans les entreprises. Donc, il faut venir nous voir, il faut venir en discuter. Là, comme ça, je ne sais pas si... oui, voilà, par exemple, dans l'Impact Score, on parle beaucoup de l'empreinte carbone. Donc, c'est très bien. Oui. Il y a beaucoup de questions sur l'écologie. En fait, je crois qu'il y a 5 questions qui reviennent sur l'empreinte carbone. Alors, tout le monde pollue. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et d'essayer d'évoluer. L'empreinte carbone, c'est pas évident qu'une TPE, une petite PME ait travaillé là-dessus. Ça devient un peu complexe. Donc voilà, c'est peut-être réajuster. Par exemple, là, je pense à l'écologie. Je pense qu'il y a plein de choses et plein d'actions qui sont réalisées, qui sont concrètes, que plein de gens font sans être labellisés également, mais qui doivent être récompensées au-delà de l'analyse de son empreinte carbone. Voilà, par exemple. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quel conseil vous donneriez? Vous êtes un peu un autodidacte, vous êtes fait accompagner par le CJD. Quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs, aux PME qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche environnementale et sociale, sociétale? Alors d'abord, je pense, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis au CJD, mais beaucoup de gens, d'entrepreneurs autour de moi, alors c'est sûr que le CJD, ça joue, sont déjà engagés. Beaucoup de gens ne connaissent pas les termes, comme moi je l'ai pu l'apprendre au CJD, ces engagements sociétaux, environnementaux, sociaux. Beaucoup d'entrepreneurs l'ont déjà naturellement. Un entrepreneur, en général, ne doit pas... tous les entrepreneurs ne doivent pas changer aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas engagés. Je pense que beaucoup sont engagés. Donc j'ai envie de leur dire... que oui, je les encourage à aller vers les labels, que c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi? Parce qu'ils le font déjà. En fait, ils le font déjà. Beaucoup le font déjà. Et donc, je les encourage à demander un label. Et donc, du coup, je peux valoriser cette idée, en fait, le concept de l'impact score. Adaptons-le au TPE-PME et proposons-le à tous ces entrepreneurs. Et on verra que beaucoup d'entrepreneurs, j'ai envie de dire, ça c'est peut-être ma vision par rapport aux gens, sont déjà engagés. Être entrepreneur, déjà, c'est être engagé au niveau sociétal et social. Ben, merci beaucoup, Sylvain. Donc, allez-y. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite et merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, on a une petite question qui vient sur l'Impact Score à laquelle je vais me permettre de répondre. La RSE ne mentionne pas le partage de la valeur et du pouvoir. Que pensez-vous de ces variables? Alors effectivement, ces variables, elles sont dans l'Impact Score. Le partage du pouvoir et le partage de la valeur sont 2 des 4 piliers de l'Impact Score.
On va donc passer maintenant à Ronan Lafrogne, qui est directeur qualité et RSE de Biocoop. Donc Biocoop, tout le monde connaît, le premier réseau de magasins bio en France à proposer des produits bio locaux et de saison issus du commerce équitable. Alors Ronan, on vous a retrouvé, tout va bien. Ouais. Alors vous aussi, déjà merci d'être avec nous et merci d'avoir accepté de tester, enfin en tout cas de regarder alors hop, juste j'entends le son. Caroline, peux-tu couper ton micro ou en régie peut-on couper le micro de Caroline s'il vous plaît? Super. Alors, Ronan, donc on vous remercie, je disais, d'avoir regardé notre référentiel Impact Score. Vous avez pris le temps de le consulter. Vous le savez, cet outil actuellement, il est adapté aux entreprises normalement de plus de 50 salariés comme la vôtre. Qu'est-ce que vous pensez de sa philosophie globale? Et est-ce que cet outil peut vous aider à progresser dans votre démarche? Merci, et puis merci de m'avoir invité et je m'excuse par ailleurs puisque effectivement j'ai un petit problème avec mon ordinateur, donc je suis sur mon téléphone, donc ça bouge un peu, je m'en excuse par avance. Donc moi je trouve que c'est très intéressant cet Impact Score et puis j'allais dire pour rebondir à la question qui vient d'être posée tout à l'heure, ce qui en tout cas m'a paru être intéressant et assez novateur finalement, c'est à la fois d'avoir un indicateur qui malgré tout pose une échelle et chiffrée, et puis aussi effectivement qui est novateur sur à la fois la gouvernance, le partage du pouvoir, hein, ce qui était évoqué tout à l'heure, et le partage aussi de la valeur. Ce sont deux éléments qui me paraissent intéressants. Et pour l'anecdote, c'est vrai que moi, ce que je trouvais ça intéressant, c'est qu'il y a 17 critères comme les 17 ODD de l'ONU, hein, les objectifs développement durable de l'ONU. Donc en tout cas, je trouvais ça un beau clin d'œil. Voilà. Merci beaucoup, Ronan. Du coup, évidemment, vous le savez, cet outil, on a présenté la version 1 aux universités d'été en août, donc il n'est pas parfait, hein, il mérite des améliorations. Vous avez consulté le référentiel, donc vous nous avez fait vos retours. Quelles améliorations vous apporteriez dans la globalité déjà, avant de rentrer un petit peu plus dans les indicateurs? Alors, j'ai pas prétention ça n'est que mon regard, hein, donc oui, mais qui est très important. important pour nous, puisque c'est un outil qu'on construit ensemble. Exactement. Et je pense que pour rejoindre ce que disait Sylvain aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça puisse s'asseoir aussi sur des réalités terrain, des bonnes pratiques terrain, et peut-être aujourd'hui, en tout cas sur l'indicateur tel qu'il existe aujourd'hui, il pourrait s'enrichir de ces éléments-là à titre d'illustration, je pense. Il y a un point aussi, puisque la RSE, c'est l'économie, du social et de l'environnement. On voit bien sur cet Impact Score la partie sociale et la partie environnementale. Il n'y a rien sur la partie économique. Moi, je pense que ça pourrait aussi s'intégrer, puisque effectivement, pour qu'une entreprise soit durable, il faut aussi qu'elle ait une activité économique. Donc voilà ce que j'avais à dire de façon assez macro sur les éléments, sur l'ensemble des critères, avant de peut-être de rentrer sur certains détails. Oui, tout à fait. Alors sur les indicateurs maintenant, effectivement, est-ce que vous pouvez nous faire vos retours? Oui. Je les ai pas sous les yeux, évidemment. Mais... Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai trouvé très intéressant. Il y a un indicateur qui est sur les postes fragiles et l'inclusion, c'est le 3, avec d'ambitions qui sont temps. Moi, je trouvais ça. Alors, excusez-moi. Vous m'entendez? Donc voilà. Voilà, pardon. Donc ce que je trouve intéressant, c'est aussi le critère 4 sur les salariés vivant dans des quartiers prioritaires. Alors il y a une échelle en fait qui concerne les éléments autour des moyennes régionales. Or la réalité aujourd'hui, en fait, elle est un petit peu différente puisque comme vous savez que les bassins d'emploi sont plutôt au niveau départemental. Décidément, je suis vraiment désolé. On va y arriver. Donc au niveau départemental, et donc c'est vrai que donc ça peut être intéressant effectivement d'avoir des éléments à ce niveau-là. Juste effectivement, je crois que c'est Sylvain qui parlait tout à l'heure, notamment sur les TPE,
des éléments sur la neutralité carbone avec le scope 1, le scope 2, le scope 3, donc les impacts directs ou indirects. Donc ça, je pense qu'effectivement, ce sont des éléments importants à prendre en compte. Néanmoins, pour les entreprises, y compris les grandes entreprises, le scope 3 qui est intégré la partie amont et aval, qui est beaucoup plus compliqué. Là, il y a un objectif sur une durée qui est assez courte. Je pense qu'elle gagnerait à être plus importante. Et l'autre point on parle bien sûr souvent de neutralité carbone et d'impact climat. Ce sont des éléments qui sont importants. Néanmoins, en tout cas pour Biocop, il y a un point qui est sensible, qui est complémentaire au sujet du carbone, c'est le sujet des alternatives. Et si l'alternative, c'est le nucléaire, en tout cas pour nous, Biocop, on préfère développer des énergies ou trouver des énergies renouvelables plutôt que du carbone. Donc ça, c'est un point complémentaire que je voulais partager avec vous. Il y a un sujet qui est très intéressant sur la part des salariés en formation, parce que effectivement, c'est un point qui a pour objectif d'accompagner et de développer l'humain. Néanmoins, je pense qu'il faut pouvoir séparer les formations qui sont réglementaires, qu'il faut pouvoir extraire, je pense, des formations qui accompagnent véritablement la montée en compétences de l'ensemble des collaborateurs. Qu'est-ce que je m'étais noté également? Il y a un sujet sur les placements responsables. Alors évidemment, vous le savez comme moi, les placements responsables sont parfois, il y a un peu de greenwashing parfois sur des placements responsables, donc en tout cas il y a une vigilance particulière à avoir là-dessus. Il y a aussi peut-être à prendre en compte, au-delà des placements, le type de banque auquel on peut faire affaire, notamment effectivement des banques sociales et solidaires. Voilà, donc c'est en tout cas, moi je voulais partager avec vous les quelques points que je m'étais notés à la lecture de ces très intéressants impact score. Eh ben, merci beaucoup Renan. J'avais reçu une question tout à l'heure au sujet de... Est-ce que je vais la retrouver? C'est quelqu'un qui m'a envoyé cette question par mail que je lui ai demandé de poster s'il nous entend. C'était la différence entre finance verte. Est-ce que je la retrouve? Laissez-moi me chercher une petite seconde. Voilà, c'est ça, exactement. La personne m'entend, elle vient de te poser la question de la différence entre la finance verte, ISR, éco-responsable, finance verte, ISR et RSE. Voilà, c'est la question de la personne. Alors, la question est sur les différents types de placements, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, moi je vais répondre peut-être que en tout cas vous pourrez compléter s'il y a besoin, mais en tout cas notre perception à nous, c'est que au-delà des packaging ou des packages proposés par les banques qui sont divers et variés, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Hein, entre un intitulé sur du socialement responsable et puis est-ce que c'est vraiment socialement responsable, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je pense que c'est en tout cas important. Et la nature des banques peut être aussi un élément important. D'accord. Oui, la question exacte, voilà, je laisse, quelle est la différence entre finance verte, investissement socialement responsable et RSE? Alors Caroline, je crois qu'elle nous a quittés. Du coup, elle ne pourra pas répondre à la question. Mais merci d'avoir apporté un premier élément de réponse. Du coup, moi, je voulais vous demander également si on devait sélectionner un ou deux indicateurs dans cet impact score qui vous parlent particulièrement dans votre transformation chez Biocop, ce seraient lesquels et pourquoi? J'ai le droit de choisir un peu plus qu'un ou deux? Ah bah oui, vous avez le droit, évidemment, pas de souci. Non, mais très bien. Alors, je pense qu'il y a un des critères qui concerne les postes fragiles et l'inclusion. Pour moi, c'est un élément important parce que c'est une façon, enfin, ça répond à la responsabilité sociétale véritablement des entreprises que de favoriser l'emploi et notamment l'emploi des personnes qui sont alors soit en difficulté ou différentes, etc. En fait, c'est aussi saluer et développer la diversité. Alors, juste pour l'anecdote, je ne veux pas faire de pub, mais on a eu la chance, nous, des collaborateurs ont été interviewés dans cette logique
d'aspects de société inclusive. En fait, vous savez, sur les aspects de diversité, d'âge, d'origine, de sexe, d'orientation sexuelle, etc., etc. C'est une enquête qui a été menée par le Financial Times au niveau européen. Donc il y a des choses qui sont faites aujourd'hui à très grande échelle. Voilà. Et nous, par exemple, on a effectivement pas souhaité participer à ce genre de choses. Et effectivement, les collaborateurs ont répondu très positivement, et donc Biocop est la première entreprise européenne au niveau inclusif. Voilà. Donc ça, ce point-là, je pense qu'il est important. Le point aussi sur lequel, en tout cas, Biocop est très attaché, c'est le partage de la gouvernance, puisqu'effectivement, nous, on a à la fois des collaborateurs, des responsables de magasins, on a effectivement des associations de consommateurs, et on a aussi des responsables, enfin des acteurs des filières agricoles. Donc ça c'est un gage, en tout cas pour nous, de co-construire ensemble la stratégie, et en tout cas on y voit la richesse et les effets. Donc en tout cas moi je trouve que c'est très très bien de l'avoir mis. Et puis le dernier point, parce que je pense que en tout cas c'est assez plus lié aussi à notre mode de fonctionnement. La logique du équitable est très importante. Nous, on a pu développer un référentiel nord-nord, parce qu'il y a les référentiels nord-sud existent beaucoup, mais un référentiel nord-nord, et qui est ouvert à l'ensemble des entreprises qui le souhaitent, pour pouvoir avoir cette logique de partage de la valeur sur des produits ou des services. Voilà. D'accord. Très bien. Il y avait une petite question, vous m'en avez parlé, on en avait parlé quand on avait échangé sur l'impact score. Pour Biocop, je n'ai pas compris la position sur les énergies non renouvelables, puisque selon l'ADEME, le nucléaire est même en démission que les énergies non renouvelables. Oui, alors, mais tout à fait. Comment dirais-je? Effectivement, le nucléaire est considéré comme une énergie décarbonée, donc sans impact carbone. Néanmoins, ça a d'autres effets, en tout cas que Biocop considère comme étant très négatifs. Nous, pour information, on achète 100% d'énergie verte. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'énergie, l'électricité qui est issue d'énergie renouvelable. Donc, ce sont des choix, en fait. Hein. Après, voilà, il n'y a pas de jugement les uns par rapport aux autres, mais en tout cas, on considère que nous, la solution n'est ni effectivement les énergies fossiles, ni le nucléaire, mais effectivement sur des énergies renouvelables. Et il faut pouvoir accompagner ce mouvement-là qui, à mon avis, est inéluctable aussi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Renan, pour votre témoignage. Je vous en prie. On va maintenant passer à Dorothée Broways. Dorothée, vous êtes avec nous. Vous êtes journaliste scientifique, vous dirigez Tech for Life. Tech for Life s'emploie à accélérer la bascule vers une société réajustée au milieu vivant. Merci d'être avec nous, Dorothée. Je suis ravie d'être là. Merci de votre invitation. Eh bien, écoutez, je crois que vous avez quelques slides à présenter. On va demander en régie de commencer à les diffuser. Alors, Dorothée, moi, je voulais vous demander tout simplement, vous parlez pas mal de comptabilité écologique. Comment on fait pour faire émerger un modèle éco-compatible global, puisque dans nos questions, je l'ai vu dans le chat, beaucoup de gens nous disent est-ce que croissance est antinomique avec impact ou pas? Écoutez, quel est votre avis là-dessus, s'il vous plaît? Oui, écoutez, ce soir, je crois que je vais porter la voix de la nature, on va dire, du vivant en tout cas, parce que c'est vraiment ce qui m'habite depuis fort longtemps, puisque je suis biologiste de formation, et que je constate que ce qui va devenir vraiment notre boussole, ce sont les limites planétaires et écologiques, puisque elles ne sont pas négociables. Donc c'est la raison d'être de Tech for Life, c'est-à-dire de catalyser la mobilisation pour que on respecte, vous voyez, ces limites qui sont visibles sur ce schéma qui montre en fait deux limites. Un plafond qui a été décrit en 2009 par Rockström, donc l'Institut Rockström et son directeur. Donc ce sont les 9 limites qui concernent le climat. Je ne vais pas tous les indiquer, mais la biodiversité, l'azote, enfin voilà, ce qui permet nos conditions d'existence
rien que cela. Parce que si nous sommes sur Terre et que nous avons émergé au bout de 3,8 milliards d'années d'évolution, c'est parce qu'il y a eu avant nous des bactéries qui ont rendu possible la vie respirante, si je puis dire, puisque nous utilisons l'oxygène qu'elles ont produit. Et donc, il faut donc avoir beaucoup de respect pour ces conditions de vie que nous avons. Et nous voyons comment elles sont limitées, enfin qu'elles sont menacées par les pollutions, par le changement climatique. Et puis en dessous de ce plafond, eh bien nous avons un plancher qui a été décrit par Kate Raworth, qui sont nos conditions sociales dont beaucoup ont parlé, Sylvain comme Ronan, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin, notre équilibre alimentaire, l'éducation, tous ces éléments collectifs d'équilibre de vie que nous avons. Et voilà, nous devons respecter cela. Et ce n'est pas ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et donc, si le titre de ce soir concerne le sujet de la croissance, je pense que si nous voulons garder ce terme, nous allons devoir parler d'alter-croissance, parce que il va falloir changer nos valeurs, nos points de référence. Alors là, je vais vous demander de passer la slide suivante, qui est la dimension de redirection écologique avec la dimension de boussole de résilience. Le mot a été prononcé par Inde en tout début de notre soirée. Une boussole qui va complètement basculer, va nous faire abandonner des postures anciennes, l'ancien monde, pour valoriser, donc choisir de nouvelles valeurs, qu'il va falloir inscrire vraiment dans c'est pas que des mots, ça doit pouvoir être dans les faits de nos référentiels, d'indicateurs et de comptabilité. Je vais y venir. Et donc ces nouveaux référentiels qui sont les garants de la régénération, c'est de passer à des visions systémiques intégrées. Alors j'étais ravie que Sylvain parle de performance globale, parce que ça, c'est déjà énorme. Si déjà nous arrivons à porter l'idée qu'il n'y a plus de performance économique sans performance sociale et environnementale, ce qu'a dit très clairement le rapport de l'OCDE pour le G7 environnement en 2019, eh bien, si nous inscrivons ça dans nos ADN d'entreprise, eh bien, nous sommes sauvés au sens où nous allons pouvoir nous faire des choix, ça va être le point capital, décider en connaissance de cause, en nous organisant dans une approche qui est plus celle de la maîtrise, mais celle de la symbiose. Je continue en passant de la domination à une approche d'équilibre et de résonance, comme l'a développé Hartmut Rosa, le philosophe allemand qui a fait ce magnifique ouvrage sur la résonance. Et puis évidemment sortir d'un système économique thermo-industriel qui a été très destructeur, vers des pratiques tout à fait possibles. Ça n'est pas du tout une vue de l'esprit. Il y a quantité de technologies qui sont déjà là pour le faire, qui permettent d'être dans la régénération, dans le soin, dans le maintien des écosystèmes. Et évidemment, dans nos manières d'être les uns avec les autres, il va plus y avoir seulement de la compétition. On est tous totalement convaincus qu'il faut coopérer, qu'il faut avancer dans cette approche de travailler en co-construction. Alors la dernière slide pour parler la suivante s'il vous plaît, pour parler de comptabilité comme je l'ai annoncé. Chez Tech for Life, nous avons rapidement, puisque nous parlons de technologie du vivant, nous avons vraiment senti que si nous allions vers un recours aux biomasses et à une bioéconomie, eh bien, il allait falloir, et ça à Montpellier c'est très important, vous êtes un pôle très important de l'agroécologie, c'est vraiment
un lieu majeur, eh bien, pour que cela puisse se développer, il va falloir assurer tout à fait à la base du système la régénération. Et cette régénération, elle n'est possible que si nous réencastrons nos pratiques dans la biosphère. Et donc, il va falloir faire comme Polanyi nous l'a dit, non pas laisser l'économie dans une liberté absolue, comme on le voit aujourd'hui, et même avec les systèmes je dirais de financiarisation totalement hors sol, mais plutôt réintégrer donc les pratiques. Et ce qui est capital et que nous a indiqué le rapport Nota-Sénard qui avait été demandé en amont de la loi Pacte, c'était que les deux auteurs nous ont dit mais la comptabilité ne nous donne pas du tout une image fidèle. Si nous gouvernons nos organisations en n'ayant pas les bons indicateurs, si nous n'avons pas les bons radars, eh ben on va tout simplement se cracher. Hein. Donc, vous l'avez vu, là, vous avez un personnage qui est comme comme dans un pilotage d'avion où bon, il va falloir donc rajouter des compteurs et ces compteurs, c'est de assurer le suivi du capital naturel pour prévoir tout simplement un amortissement. Il ne s'agit pas du tout de donner de la valeur directement au capital naturel, ce qui serait très dangereux puisque là vous repartiriez vers des plans d'accaparement, mais il s'agit de provisionner dans les comptes des entreprises et des collectivités locales, eh bien de quoi assurer la régénération. Voilà ce que nous proposons. Alors la slide suivante, juste pour peut-être juste voilà, nous sommes dans l'action. Hein. Nous travaillons en fabriquant des communautés apprenantes à Tech for Life. Nous mettons ensemble une diversité d'acteurs parce que nous pensons que faire société, c'est le point le plus important de notre avenir. Trouver de la confiance, ça va être un point majeur. En termes d'indicateurs, en termes donc de métriques et en termes de normes, en termes de conventions, puisque la comptabilité ce sont des choses arbitraires. Et nous avons associé aujourd'hui 7 collèges, 40 personnes. Et dans le collège des entreprises, j'ai indiqué sur cette slide un certain nombre d'entreprises qui sont venues vers nous après le tribunal pour les générations futures que nous avons fait en septembre l'année dernière, qui s'intitulait Changer de comptabilité pour sauver le vivant. Et ça a été une sorte de cataclysme, de révélation pour beaucoup de gens. Et donc nous avançons avec les directeurs RSE, avec les directeurs financiers, avec les directeurs de stratégie, pour que il y ait des alignements d'intérêt et de mobilisation pour l'intérêt général. Voilà comment je réponds à votre première question. Excusez-moi, j'étais un peu longue. Je n'entends pas. Désolé, j'avais coupé mon micro. Est-ce que vous pensez que le bras de fer entre croissance et impact, il s'est intensifié? Est-ce qu'on va connaître un clivage radical? Oui, très clairement. Très clairement. Il y a ceux qui voient que nous n'avons plus le choix, que le risque pour les entreprises, pour les financiers d'ailleurs, pour les investisseurs, le risque climatique, c'est pas pour rien que Total vient d'embaucher quelqu'un pour faire sa comptabilité carbone et que toutes les boîtes sont en train de faire cela, c'est que c'est panique. Et donc c'est un peu sauf qui peut. Alors dans cette affaire-là, il y a on joue collectif ou parce qu'on croit qu'on peut se sauver tout seul, ou on se dit non, la seule issue, puisque nous sommes interdépendants, comme le montre très bien la crise de Covid, c'est que nous devons faire cause commune.
Et donc le durcissement et qui s'accroît avec les générations qui viennent, qui sont comme Greta Thunberg en train de d'alpaguer, d'interpeller tous les dirigeants. Vous le voyez avec la Convention citoyenne. Eh bien, c'est que ceux qui vont rester en arrière vont peut-être le grand risque, c'est la violence. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment tenir à notre cohésion territoriale, respect les uns des autres, chacun à sa vitesse, et en accompagnant ceux qui ont peut-être des charges les plus importantes, parce que c'est vrai que quand vous êtes un chimiste, c'est pas pareil que si vous êtes un producteur de fruits ou ou une entreprise comme Biocop qui est née, je dirais, dans la transition, dans le monde d'après. Et donc, il va falloir vraiment de la solidarité entre entreprises, mais ce durcissement, justement, soyons très attentifs à nous respecter et à pouvoir soutenir ceux dont on a besoin, parce que la chimie, certes, elle n'a pas bougé vite, certes, les gens des phytosanitaires n'ont pas bougé vite, mais je peux vous dire qu'on voit que leur modèle d'affaires est en train de bouger, qu'ils quittent les pesticides pour aller vers le biocontrôle, et il faut pour qu'ils puissent aller très très vite. Il faut, voilà. Alors, la question des investissements est capitale. Certains ont posé le sujet justement de finances vertes, investissement socialement responsable, etc. Nous avons dans l'alliance des banques, nous discutons avec des assureurs, et effectivement leur rôle est très important. Et le grand problème, c'est qu'ils voient bien qu'il faut changer, mais ils n'ont pas vraiment de confiance dans les nouvelles boussoles. Et c'est là que l'Impact France et le travail vraiment fait par Caroline avec ce collectif Nous sommes demain est extrêmement important pour faire le lien entre des entreprises qui ont toujours été dans la solidarité, dans l'économie sociale et solidaire, pour qu'ils puissent contaminer des entreprises qui sont d'une autre histoire et leur transmettre cet impact score qui peut s'enrichir d'un point de vue des organisations des sujets de l'écologie, s'enrichir. Et moi, j'aurais des propositions et je serais très partante pour développer de nouvelles possibilités. Je voulais, si c'est possible, montrer la 7e slide tout à la fin dans ce cadre-là, Oui, en régie, simplement pour peut-on montrer la slide? Si c'est possible. Oui, c'est possible. Qui est de voir comment est-ce que on peut, voilà, est-ce que on pourrait avoir une sorte de complément qui prenne en compte vraiment toutes les dimensions nécessaires à la résilience. Notre défi, c'est la résilience. Certaines collectivités, comme le Conseil général de Gironde, est en train de travailler sur un budget résilience, c'est-à-dire une provisionner pour assurer la résilience. Et la résilience, elle est permise par les différents axes que j'ai tracés là, qui sont pas exhaustifs, hein, mais qui sont un début. Évidemment, prendre soin de l'air, de l'eau, des sols, de la continuité territoriale, de la biodiversité, du climat, bien sûr, et puis des équilibres phosphore-azote et évidemment éviter les pollutions. Et cette dimension-là, chacun peut rendre des comptes et se mettre sur une trajectoire. C'est ça que j'aime beaucoup dans la notion la manière de poser l'impact score, c'est la possibilité d'avoir une trajectoire. Et la dimension de progrès, pour nous, est très importante. J'ai publié avec Entrepreneurs d'avenir le manifeste pour refonder le progrès dans une réconciliation avec le vivant. Le progrès n'est pas un vilain mot.
Le progrès, nous en avons besoin, mais il faut le réenchanter, le réinventer avec, je dirais, toute la puissance du vivant, parce que les limites n'impliquent pas du moins. Les limites impliquent de la nouvelle inventivité et donc de la reconfiguration. Et c'est pas parce que nous avons des existences limitées que la vie n'a pas de saveur, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait, Dorothée. Eh bien, écoutez, on arrive vraiment à la fin du temps imparti, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était très enrichissant. Écoutez, il est 19h15. Je vais donc tous vous libérer. Je vous remercie pour vos témoignages. Inde, qui est encore avec nous, Ronan et Dorothée. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de témoigner en cette période avec nous. Merci à la métropole, aux équipes de la métropole de Montpellier, avec qui j'ai eu plaisir à travailler sur ce webinar. Et merci évidemment à tous nos partenaires. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir.